Sénat. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. On va parler ce matin des Outre-mer puisque les sénateurs ont auditionné Annick Girardin, la ministre en charge des Outre-mer. L'occasion de faire le point sur le déconfinement dans ces territoires ultramarins, sur la relance de l'activité touristique et sur la crise sanitaire à Mayotte, un territoire placé en zone rouge où il y a de nombreuses infections au Covid-19 et une sous-capacité hospitalière. Je vous laisse écouter cette audition. Alors, Madame la Ministre, mes chers collègues, à l'occasion de cette semaine de déconfinement ou de sortie du confinement au plan national, notre délégation sénatoriale aux Outre-mer a souhaité vous entendre afin de faire un point d'étape sur la situation créée par la crise. Je ne sais plus s'il faut dire du ou de la. Il semblerait que sur le plan littéraire, il faut dire de la Covid, c'est les Canadiens qui avaient raison, dans le territoire ultramarin. Compte tenu des problématiques spécifiques aux Outre-mer et du risque que les mesures annoncées ne soient pas suffisamment adaptées aux particularités de chacun de nos territoires, notre délégation a en effet confié à 3 de ses membres, Stéphane Artano, RDSE Saint-Pierre-et-Miquelon, Viviane, je présume, Artigalas, socialiste et républicain Haute-Pyrénées, et Nassima Dindar, Union centriste La Réunion, le soin de conduire une étude approfondie sur l'urgence économique dans les Outre-mer. Depuis 2 mois, nous avons ainsi mené une série d'auditions auprès des acteurs publics et des acteurs privés impliqués dans la relance de nos territoires après la phase d'urgence sanitaire qui semble maîtrisée à ce jour, à l'exception du territoire de Mayotte. Outre la Fédération des entreprises d'Outre-mer, la FEDOM, et l'Association des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer, nous avons entendu l'Agence française de développement, la Banque des territoires, Caisse des dépôts, la BPI, et la présente audition s'inscrit dans cette démarche. Et je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir accepté de répondre à nos nombreuses questions. Je crois en effet très important que chacun puisse avoir une idée très précise des besoins et des mesures qui ont été déployées dans chaque territoire, individuellement, ainsi que de l'accompagnement que l'État met en place, qui est indispensable, et pour qu'il soit le plus pertinent possible compte tenu de la gravité et de l'ampleur du tsunami économique que nous sommes en train de vivre. Plus que jamais, la démarche de différenciation que je défends depuis toujours doit s'appliquer dans nos Outre-mer. À défaut, ils seront privés du redémarrage auquel la population aspire et des perspectives de résilience que notre étude s'attache à proposer. De nos premières auditions, nous retenons à ce stade 2 grands axes de préoccupation majeure. Certes, les mesures nationales d'urgence économique s'appliquent en principe aux Outre-mer, mais les spécificités de leur tissu économique induisent un peu trop souvent un effet d'éviction pour une large partie de leurs entreprises. La forte proportion des très petites entreprises et d'entreprises unipersonnelles, la frilosité traditionnelle du système bancaire, le nombre d'entreprises déjà en grande difficulté et certaines différences statutaires entre les territoires, entre autres, tendent à exclure en pratique parfois des pans entiers d'activité du bénéfice des mesures de solidarité nationale. Conscients de cet immense défi, les collectivités concernées se retrouvent dans le même temps privées de leviers d'action habituels. En effet, les finances brutales vont subir inéluctablement un effet de ciseau avec la chute de leurs recettes fiscales à travers les baisses inévitables des droits de douane, des taxes sur les carburants, des droits de mutation et pour les DROM du produit de l'octroi de mer. Notre collègue Georges Patient vous a d'ailleurs alerté, Madame la Ministre, à juste titre sur cette question cruciale et je crois qu'il a chiffré à 200 millions d'euros sur 2020 les pertes fiscales pour les collectivités. Parallèlement, leurs dépenses d'intervention pour répondre aux besoins essentiels des populations vont s'accroître sans que l'on puisse mesurer encore leur trajectoire. Tous ces éléments nous conduisent à envisager l'avenir avec une certaine inquiétude, mais également avec une forte détermination qui est assez caractéristique d'ailleurs des populations ultramarines, cette détermination. Nous allons donc transmettre très rapidement au Premier ministre et à vous-même, Madame la Ministre, nos premières propositions, diagnostics et propositions sur cette phase actuelle de déconfinement. Elles s'articulent autour de 2 grandes orientations, la nécessité d'adapter les dispositifs nationaux à la diversité ultramarine
et l'accompagnement des collectivités dans leur politique de soutien au tissu économique local. Nous vous écouterons attentivement sur ces priorités que nous avons identifiées. Au cours des prochaines semaines, nous allons poursuivre notre travail avec des auditions beaucoup plus thématiques pour examiner la situation des différents secteurs d'activité. Nous sommes tous des élus de terrain, attachés à nos territoires, où nous sommes pour la plupart confinés en raison de la situation des transports aériens et des mesures de 14e. Ce sujet des transports aériens fera d'ailleurs l'objet d'une table ronde que nous organisons la semaine prochaine, et nous sommes tous agréablement surpris parce que la quasi-totalité des compagnies ont souhaité y participer, ce qui est encourageant. Comme vous le savez, nous sommes particulièrement inquiets pour les secteurs vitaux comme le tourisme, qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Le Premier ministre, ce matin, je n'ai pas pu l'écouter, mais je sais qu'il a annoncé un plan pour le tourisme à hauteur de 18 milliards, sauf erreur de ma part. Et j'ai même cru comprendre que les Français, entre guillemets, et y compris les ultramarins, pourront aller en vacances cet été en France et en Outre-mer, ce qui est une belle ouverture pour les Outre-mer. Mais, Madame la Ministre, vous comprendrez que le territoire où je suis et qui vit aussi en grande partie, bien que l'été soit la saison européenne, qui vit en grande partie du tourisme à l'international, a quelques aspirations dont je ne suis pas certain qu'on va nous ouvrir les frontières tout de suite, mais bon, vous nous en parlerez peut-être. En tout cas, le Premier ministre a dit qu'il souhaitait établir son plan en co-construction avec les professionnels des secteurs dans le cadre de la filière tourisme. Je crois que c'est une bonne démarche. Madame la ministre, vous nous direz quelles dispositions spécifiques ont été décidées pour les Outre-mer dans ce secteur et qui représentent en moyenne 10% du PIB des territoires, pour certains beaucoup plus, je suis placé pour le savoir, et qui représentent sans doute l'une des clés de la reprise. Nous avons donc beaucoup de questions à vous poser. Je vais céder la parole dans un premier temps aux trois rapporteurs pour présenter leurs questions. Et avant que vous ne répondiez, Madame la Ministre et mes chers collègues, je vais vous demander un petit changement par rapport à l'habitude. Je souhaite passer la parole à Thani Mohamed Soili. On sait la difficulté dans laquelle se trouve l'île Mayotte. Et Thani doit nous laisser, je ne le vois plus à l'écran, mais les noms sont partis, mais il doit nous laisser, je pense, il m'avait dit 45 minutes après le début. S'il laisse 45 minutes, peut-être que les rapporteurs peuvent poser leurs questions, ce qui serait plus cohérent en priorité, et Thani juste après. Thani, mets ton micro et dis-moi si ça te convient. Ça me convient, merci Président, ça me convient parfaitement. On prend comme ça si les autres n'y voient pas. Merci aux collègues. Je donnerai la parole aux trois rapporteurs pour leurs questions à la ministre et à Thani. Et Madame la ministre, vous aurez après le libre choix de nous répondre et puis de répondre aux questions des autres intervenants qui s'inscrivent. Donc, la parole pour commencer, que je prenne mon bon papier, à Stéphane Artano, donc, sur la sauvegarde du tissu économique et les mesures d'urgence. Stéphane. Merci, Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame la Ministre. Alors, j'ai cru comprendre que la Ministre avait peut-être un problème, une question d'agenda cet après-midi, simplement pour qu'on sache si l'audition va être écourtée ou si on a un petit peu de temps devant nous. Tout le monde a ses micros coupés. Peut-être que la ministre peut répondre. Voilà, ça y est, j'ai ouvert mon micro. Non, j'ai signalé que je donnais une priorité aux échanges que nous allons avoir. Si je suis libre pour aller à l'Assemblée, j'irai. Sinon, dans le cas contraire, je resterai avec vous et un autre ministre défendra les amendements du gouvernement dans le projet de loi de l'Assemblée. Ça nous fait plaisir, Madame la ministre. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai quelques questions sur la sauvegarde du tissu économique. Donc, je vais l'aborder sous 5 volets qui, je pense, vous ont déjà été communiqués, je pense. Le premier, c'est le gouvernement, évidemment, a adopté un certain nombre de mesures d'urgence au plan national avec l'activité partielle, le fonds de solidarité et le prêt garanti par l'État. Et vous le savez, le tissu entrepreneurial en Outre-mer est essentiellement constitué de TPE avec des situations de trésorerie extrêmement fragiles. Certaines améliorations concernant notamment le deuxième volet du fonds et des exonérations de charges ont été annoncées tout récemment, mais les acteurs locaux craignent toujours une vague de faillite sans précédent en 2020. Alors, est-ce que le gouvernement écarte l'éventualité d'un plan spécifique pour les Outre-mer? Ce sera ma première question. Ensuite, quel bilan dressez-vous déjà à ce stade du prêt garanti par l'État, donc le PGE en Outre-mer? Les conditions de remboursement pourront-elles être assouplies au-delà de la période initiale d'1 an, ce qui interpelle un certain nombre d'acteurs économiques?
Les entreprises ultramarines pourront-elles également bénéficier du Fonds de développement économique et social, le FDES? C'est une disposition adoptée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2020 pour les PME et TPE. S'est-on vu refuser notamment un PGE par leur banque? Troisième point, comment le dispositif gouvernemental prend-il en compte l'importance de l'économie informelle dans certains territoires d'outre-mer? Vous le savez, je pense que Tani pourrait le dire mieux que moi. À Mayotte, elle représente ainsi les 2/3 des entreprises marchandes. Quatrième élément, compte tenu de leur statut, qui ne doit pas être considéré comme un frein, les collectivités du Pacifique ne bénéficient pas du dispositif de l'activité partielle ou du chômage partiel. Un prêt de l'AFD avec une garantie de l'État a été accordé à la Nouvelle-Calédonie pour l'aider à financer ces mesures de chômage partiel. Est-ce qu'un dispositif similaire est prévu pour la Polynésie française, par exemple, si elles ont formulé la demande, bien évidemment? Et enfin, et j'en terminerai là en ce qui me concerne à ce stade, le gouvernement ne pourrait-il pas mobiliser davantage les fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations pour disposer de marges de manœuvre financières supplémentaires pour des projets territoriaux ciblés? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais passer la parole donc à Viviane Artigalas sur les secteurs clés pour un redémarrage rapide. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre, mes chers collègues. Merci à tous d'être là. Moi, je vais donc vous questionner sur le soutien au secteur clé pour un redémarrage rapide. Et le premier secteur sur lequel je vous interrogerai, j'insisterai particulièrement, c'est sur le tourisme. Je suis copilote de la cellule tourisme de la Commission des affaires économiques du Sénat et j'ai interrogé Jean-Baptiste Lemoine sur le soutien spécifique au tourisme d'outre-mer. Il m'a répondu bien évidemment que toutes les mesures prévues en métropole s'appliquaient aux outre-mer. Mais compte tenu du poids des spécificités du tourisme en outre-mer, ce secteur est encore plus menacé de marasme en outre-mer. Et ce matin, le comité interministériel du tourisme s'est réuni, il a eu lieu. Quelles mesures concrètes, Michel vous l'a déjà demandé, se sont profilé pour le tourisme en outre-mer. J'ai bien entendu qu'Édouard Philippe annonçait, un seul exemple, annonçait que les vacances des Français pourraient avoir lieu sur tout le territoire métropolitain et ultramarin, mais par exemple, si la question de la quatorzaine reste toujours d'actualité dans les territoires outre-mer, il est bien évident que les séjours touristiques ne pourront pas avoir lieu. Donc c'est une des premières questions. Une commission, ensuite, est-ce qu'il ne vous paraît pas nécessaire qu'une commission dédiée aux spécificités du tourisme outre-mer soit constituée et puisse se pencher plus spécifiquement sur ces problèmes. Mon deuxième secteur d'activité, il est un lien avec le premier, c'est celui des transports aériens. Certaines compagnies aériennes risquent de disparaître alors qu'Air France vient de bénéficier d'un prêt de 7 milliards d'euros de l'État. Quelles aides envisagez-vous pour le sauvetage des compagnies desservant les outre-mer, indispensables également à la continuité territoriale? Comment comptez-vous intervenir pour garantir une modération tarifaire? Il ne faudrait pas que les tarifs s'envolent et qu'ils ne permettent plus et aux résidents et aux touristes de venir à notre. Mon troisième point concerne d'autres secteurs d'activité. En effet, la commande publique risquant de se raréfier encore après crise. Quelles aides pourront apporter les institutions financières publiques pour soutenir les secteurs du BTP et du logement social? Quelle est actuellement la volonté du gouvernement dans ce domaine? Un redéploiement de la LBU est-il envisagé? Ensuite, le secteur des assurances, qui connaît actuellement une faible sinistralité, ne pourrait-il pas être davantage mis à contribution pour la reprise et être incité à prendre en compte le risque sanitaire dans de futurs contrats? Et enfin, j'en viens à mon dernier point. La crise a montré l'importance des messages de prévention et le maintien des liens entre ultramarins, notamment pour les jeunes étudiants restés dans l'Hexagone. Or, l'audiovisuel privé en outre-mer est très menacé, avec des recettes publicitaires en chute de 80%, et la chaîne François, qui doit prochainement disparaître. Ne faudrait-il pas, au contraire, assurer l'avenir de ces médias? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci beaucoup, chers collègues. La parole donc à Nassima Dedar, si tu veux bien mettre ton micro, Nassima, et prendre la parole. Parfait.
Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, merci pour cet échange. Bonjour aux collègues. Alors, mes questions relèvent sur la stratégie d'avenir pour les Outre-mer, même si on a évoqué un certain nombre de mesures sur le tourisme. Donc, après la crise qui génère d'importantes dépenses et qui entraîne la perte de recettes, et le président Michel Magras l'a rappelé, pour les collectivités ultramarines, il a rappelé la somme des 200 millions de recettes fiscales entre 2019 et 2020. Ce sont les estimations de perte pour les collectivités territoriales, en sachant que celles-ci réalisent 70% des investissements publics. Comment pourrait-elle poursuivre cet effort à l'avenir dans différents domaines? On a parlé également donc, du BTP. Est-ce que vous soutenez, Madame la Ministre, la proposition de la Banque des territoires de réactiver pour les Outre-mer le dispositif de préfinancement de la FCTVA qui a été déjà mis en place, cette mesure, en 2008? C'était ma première question. La deuxième question relève de la souveraineté alimentaire, mais je voudrais faire un petit point également sur l'autonomie sanitaire, mais sur la souveraineté alimentaire, quelles aides pourraient être destinées aux producteurs locaux qui ont souvent réussi à apporter des réponses innovantes pour aider les populations face à la crise, et comment pensez-vous soutenir ces évolutions en cours? Est-ce que le gouvernement prévoit des mesures concrètes pour renforcer l'autonomie alimentaire des territoires à travers un soutien spécifique au secteur agriculture et aussi au secteur de la pêche? Ma troisième question concerne l'amélioration des réseaux d'eau. Dans certaines collectivités qui en ont vraiment besoin, je pense à la Guadeloupe, mais également à Mayotte, et notre collègue, le sénateur Tani, ne va pas démentir ce que je dis. Est-ce qu'on envisage, pour renforcer également donc, ces réseaux d'eau, des projets structurants qui pourraient être accompagnés par l'État, et également pour renforcer l'autonomie sanitaire, les équipements, le matériel sanitaire, et est-ce qu'on pourrait assouplir également pour Mayotte la règle des médecins, parce que nous savons qu'il en manque? Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir des médecins qui viennent ou de l'Hexagone? Est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'on en fasse venir de la zone océan Indien? Donc, c'était ma troisième question. Et puis, enfin, sur le budget européen, qui a été voté pour 2021 jusqu'à 2027, quel financement l'Union européenne pourrait mobiliser pour soutenir la stratégie de développement post-crise des territoires ultramarins? On entend des chiffres, mais nous ne savons pas encore comment ce travail se fait en coordination avec les aides nationales. Et puis, bien évidemment, nous avons entendu les représentants de l'AFD. Ils voudraient, ils sont favorables à ce qu'on puisse coupler les fonds FEDER et les aides européennes qui sont apportées pour la coopération régionale. On pense à l'océan Indien, mais aussi à la zone Pacifique et à la zone Caraïbe. Voilà pour les questions donc, qui complètent celles de mes collègues, en vous remerciant, Madame la Ministre et Monsieur le Président, chers collègues. Merci, chers collègues. Donc, la parole à Tani et après à la ministre. Tani, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, cher Michel, et merci aux collègues d'accepter cette petite entorse. Bonjour, Madame la Ministre. J'ai deux questions. La première, suite au classement de Mayotte en rouge, pour parler simplement, le déconfinement n'est pas encore d'actualité pour nous et ça se comprend parfaitement. Je voulais vous demander quelles sont un peu les perspectives en vue du déconfinement. L'économie doit reprendre ses droits comme partout, j'allais dire encore plus dans ce territoire où l'économie est très fragile. Les commerces doivent ouvrir. Donc, quelles sont les perspectives? En disant ça, je sais que la situation est très compliquée sur fond de pillage, sur fond de délinquance qui galopent. Les délinquants ne se sont pas confinés, eux, et en profitent pour perturber l'île.
Et justement, c'est l'objet de ma deuxième question. Il y a eu une polémique récemment à l'occasion d'une QAG à laquelle vous avez répondu à l'Assemblée nationale, où vous êtes revenu sur cette délinquance et vous avez dit un chiffre qui tendrait à la baisse de cette délinquance. Alors, les réactions se sont focalisées sur cette baisse que vous avez annoncée et beaucoup de réactions parlent de mépris, de manque de considération de votre part, ce qui n'est pas du tout, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Je me dois en toute objectivité de le dire lorsque l'on a vu ces derniers mois, ces dernières années, comment vous êtes venu au chevet de ce département en particulier. Est-ce que vous pouvez être plus précise sur cette question sur la délinquance sur laquelle vous avez été interrogé par le député Gosselin et vous expliquer davantage est-ce que ces chiffres tiennent compte du fait que, par exemple, une bonne partie de la population qui en a marre en fait que leurs plaintes ne soient pas prises en considération, mais n'en déposent plus. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Voilà mes deux questions. En vous remerciant encore une fois, chers collègues. Michel. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Tani. Madame la ministre, vous avez vu, c'est tout un panel de questions. Donc, vous avez la parole et je vais vous mettre en gros plan sur mon écran pour vous écouter. Vous avez la parole. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous, Mesdames les sénatrices et sénateurs, de cet échange qu'on a. Je crois que c'est toujours important de les avoir régulièrement. Il y a tout juste un mois, je faisais un point avec l'Assemblée nationale et la délégation de l'Assemblée nationale. Il était important de le faire avec vous presque un mois après, d'autant qu'on est dans un monde où une vérité a à peu près 48 heures de vie et tout s'adapte de jour en 12 jours, voire les données que l'on a au fur et à mesure et l'adaptation dont on est capable à tous les niveaux oblige à ce genre d'échanges réguliers pour qu'on puisse montrer ou démontrer les évolutions et les mesures qui sont prises. Alors, pour répondre au sénateur Artano sur la sauvegarde du tissu économique et les mesures d'urgence, rappeler très rapidement qu'un arsenal massif de mesures pour soutenir notre économie a été mis en place. Donc, le chômage partiel, bien sûr, dont bénéficient d'ailleurs plus de 60% des salariés du secteur privé dans les DROM et les 3-5. Des prêts garantis effectivement par l'État également pour soutenir la trésorerie des entreprises. Et là, c'est presque 1 milliard d'euros aujourd'hui mobilisés. On regarde les chiffres au fur et à mesure des demandes de chacun, et puis le report de charges fiscales et sociales. Et là, je fais aussi la part des choses entre les DROM, les 3-5 et les collectivités du Pacifique. Bien sûr, toutes ces mesures ne s'appliquent pas toutes de la même manière selon les territoires et leurs compétences. Et puis, il y a le fonds de solidarité pour les très petites entreprises et les travailleurs indépendants, avec le deuxième volet, vous en avez parlé, Monsieur le Sénateur, de ce fonds qui est piloté par les régions et les critères ont été déterminés avec les associations ou l'association des régions de France. Et c'est important de le dire parce que ça a été construit avec Régions de France et je sais que certains avaient fait remonter effectivement leur demande. L'État a demandé que ce fonds qui est piloté par les régions et les critères qui ont été déterminés par les associations des régions de France puissent éventuellement évoluer pour qu'on puisse, dans ce dispositif, faire entrer le maximum d'entreprises. Donc moi, si j'ai une recommandation à faire, puisque l'État a posé le cadre, l'a négocié avec les régions, si nous avons des régions dans les territoires ultramarins qui souhaitent effectivement faire évoluer ce dispositif pour tenir compte des spécificités des territoires, eh bien moi, je les invite à se rapprocher effectivement des préfets et à regarder comment on peut adapter toutes ces mesures. J'avais déjà indiqué à tous les préfets de tous les territoires ultramarins qu'il fallait de l'adaptation, de la souplesse et davantage d'accompagnement dans les territoires ultramarins pour pouvoir bénéficier de toutes ces aides. Et selon les territoires, c'est ce qui a été mis en place. Ça a été mis en place aussi des cellules d'urgence économique, c'est ce que j'avais demandé. Et ces cellules d'urgence économique, elles fonctionnent
plus ou moins bien selon les territoires, parce que tout chacun s'y investit ou s'y investit pas. Et ça, c'est vraiment, j'aurais envie de dire, des dynamiques locales qui ont su naître ou pas. Et puis, est-ce qu'il y a un plan spécifique outre-mer? Alors, je crois qu'il faut être là-dessus très pragmatique. Il faut d'abord s'assurer que les mesures nationales soient pleinement applicables dans tous les territoires ultramarins. C'est pour ça que je veille effectivement à l'ensemble de ces mesures et comment elles se déclinent dans les territoires. Et on a fait en sorte d'ailleurs que certaines qui n'avaient pas automatiquement vocation à être mises en place en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française puissent l'être. Je pense là, par exemple, à la BPI qui n'était pas toujours présente et pour lequel on n'avait pas branché les tuyaux pour ce type d'aide. C'est aujourd'hui fait et je veux ici remercier la Caisse des dépôts et la BPI sur leur engagement. Sur le PGE, c'est quoi? Le PGE, c'est un dispositif massif de garantie des prêts en trésorerie aux entreprises, je viens d'en parler, qui peuvent représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Et la BPI a déployé pour 300 milliards de garanties de prêts. C'est une garantie qui s'est très vite mise en place outre-mer et on peut s'en féliciter, y compris d'ailleurs dans les collectivités, je viens de le dire, du Pacifique. Et ça, c'était une bonne nouvelle pour nos amis du Pacifique. Et puis, toutefois, les entreprises l'ont bien compris, la période d'1 an, monsieur le secrétaire, n'est pas la période limitée de remboursement, mais bien le délai qui est donné pour commencer le remboursement. Celui-ci, il s'étale sur 5 années selon les négociations qui ont pu avoir lieu. Vous avez évoqué aussi, monsieur le sénateur, le FDES, le FDES, et qui a été effectivement augmenté, son enveloppe a été augmentée. 750 millions, c'est aujourd'hui 1 milliard d'euros qui sont applicables dans les territoires ultramarins, mais dans les territoires qui sont des DROM essentiellement. Par contre, et en revanche, j'aurais envie de dire, eh bien, les entreprises qui se feraient refuser un PGE par leur banque, eh bien, Bercy travaille sur un dispositif spécifique de prêt et d'avance remboursables doté aujourd'hui de 500 millions d'euros. J'ai demandé à ce que ces dispositifs soient étendus aux collectivités d'outre-mer, à toutes les collectivités d'outre-mer, au COM également, à l'instar des autres dispositifs que nous avons mis en place, PGE ou FSE, bien entendu. Donc, il faut être bien clair, le FDES et le système d'avance remboursable sont deux choses différentes, mais qui viennent compléter effectivement, pour certains territoires ou pour d'autres, les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place jusqu'à aujourd'hui. Sur l'objectif de sortir de l'informel, d'inciter à sortir de l'informel, c'est une vraie question. On y travaille déjà depuis un moment et notamment avec l'ADI, puisque depuis le 1er juin 2019, avec Frédéric Lavenir, président de l'association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, l'Outre-mer a mis effectivement 1,8 million d'euros pour permettre à tous les territoires, avec des mentions particulières sur Mayotte, sur la Guyane, sur Saint-Martin et sur la Polynésie française, pour faire en sorte qu'on attire, parce que ce sont souvent des très petites structures, qu'on attire ceux qui fonctionnent en informel vers quelque chose qu'on structure petit à petit avec eux. On a bien vu d'ailleurs que la fin de l'activité informelle dans les territoires pouvait même aller jusqu'à provoquer certaines violences dans certains territoires, ou la fin qui a touché Mayotte, la Guyane notamment, je pense à ces deux territoires, mais d'autres ont été aussi touchés. Dans cet objectif, nous y travaillons et nous apportons des réponses également sous forme de inciter à la formation pour effectivement rentrer dans le formel. Je le fais aussi bien sûr avec ma collègue Pénicaud sur ce dossier. Et enfin, vous avez évoqué les prêts AFD aux deux territoire du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie a demandé l'aide de l'État, ayant subi effectivement une crise forte également. C'est 240 millions de prêts garantis État qui ont été accordés à la Nouvelle-Calédonie. Et oui, la Polynésie a déjà fait sa demande de soutien également. Alors, les deux territoires ne se comparent pas. Le pays… les deux territoires ont subi la crise, mais la trésorerie de certaines était nettement plus favorable que l'autre. Et donc, aujourd'hui, l'AFD est en train de traiter la demande de la Polynésie et je crois que nous allons pouvoir avancer. La plus grosse des difficultés, notamment pour la Polynésie, c'est la Caisse de prévoyance sociale qui est confrontée à un risque de rupture de trésorerie à brève échéance. Et nous n'oublions pas ces deux collectivités du Pacifique. Le président de la République a eu l'occasion de le rappeler aux deux présidents de ces territoires il y a maintenant une semaine.
Sur la question sur la question du tourisme maintenant, notamment sur le Conseil interministériel du tourisme, plusieurs annonces ont été faites ce matin par le Premier ministre qui, bien entendu, a fait en sorte que toutes ces aides puissent aussi venir aider les territoires ultramarins. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le Premier ministre a rappelé que cet été, très certainement, les Français seront appelés à redécouvrir la France, parce que les voyages à l'international vont être compliqués, que sur la partie européenne, on n'a pas aujourd'hui véritablement de réponse. Et donc, on va inciter au voyage en France. Et en France, il a précisé que c'était bien sûr l'Hexagone, mais que c'était aussi l'outre-mer. Et c'est important qu'on puisse le dire parce que beaucoup, et notamment le tourisme infinitaire d'abord, fait qu'aujourd'hui, il y a de fortes demandes et l'avis du conseil scientifique qui a été publié hier soir par le ministère des Outre-mer, et je crois que vous avez tous été, ou du moins tous les parlementaires d'Outre-mer ont été destinataires de cet avis du conseil scientifique. Il rappelle effectivement les conditions pour venir dans les territoires d'outre-mer et rappelle l'objectif de la quatorzaine, qu'elle soit aujourd'hui en structure collective et ou qu'elle soit à domicile. Et on pourra revenir sur ces conditions et sur l'avis du Conseil constitutionnel si vous le voulez. Mais ce comité scientifique ouvre aussi avec une troisième proposition qui permettrait peut-être davantage de réouvrir au tourisme affinitaire. Et puis, bien sûr, je continuerai à demander des avis de cette commission, même si de ce conseil scientifique, même si, et on en est tous d'accord ici, c'est bien aux politiques de faire des choix au final. Et puis, ces choix, le Premier ministre l'a rappelé, ils se feront avec les élus des différents territoires. C'est un travail qui sera mené avec le ministre Lemoine sur le volet touristique. Il a été convenu effectivement qu'on applique toutes les mesures, mais qu'on puisse présenter, en reprenant les mesures nationales, ce dispositif aux ultramarins. Et donc, ce ne sera pas un plan spécifique là non plus, mais bien comment on adapte dans les territoires d'outre-mer les différentes mesures. Je vous les rappelle très rapidement. Le Premier ministre a annoncé que le fonds de solidarité resterait ouvert pour les entreprises du secteur du CHR et tourisme jusqu'à la fin de l'année 2020. Vous étiez nombreux à l'avoir demandé. Les courriers des parlementaires sont très, très nombreux et je m'excuse à l'avance de ne pas pouvoir répondre aussi vite que vous ne le voudriez à tous, parce qu'on est dans l'action, parce qu'on est énormément pris sur d'autres chantiers, un nouveau chantier chaque jour, mais j'essaye d'être au bon rendez-vous et c'est l'occasion d'ailleurs de vous donner les réponses en direct. Donc jusqu'à la fin de l'année 2020 pour ce fonds de solidarité qui est élargi aux entreprises de plus grande taille que ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire d'entreprises de plus de 20 salariés, ça concerne souvent un peu moins l'outre-mer, bien que, et jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'aide à laquelle il pourra donner droit, effectivement, à augmenter aussi, vous le savez, le plafond à 10 000 euros pour le monde du tourisme sur le deuxième étage du fonds de solidarité, qui aujourd'hui a été plafonné à 5 000 euros. On va jusqu'à 10 000 pour le tourisme. Les entreprises du tourisme et de l'événementiel pourront continuer à recourir à l'activité partielle dans les mêmes conditions jusqu'à la fin de l'année 2020. Ensuite, une négociation se fera, il y aura une poursuite de ce chômage partiel, mais les conditions pourraient changer. Un plan d'investissement, et là c'est important aussi pour nous dans les territoires ultramarins, parce que je pense qu'on peut aussi profiter de ces mois d'attente dans certains cas pour monter de niveau notre offre, eh bien un plan d'investissement en fonds propres de 1,1 milliard d'euros qui sera porté par la Caisse des dépôts et par la BPI France pour un effet attendu en matière d'investissement de 6,7 milliards d'euros. Une exonération de cotisations sociales qui va s'appliquer aux TPE et aux PME pendant la période de fermeture ou de très faible activité au mois de mars à juin, pour un montant estimé à 2,2 milliards d'euros. Les collectivités locales sont aussi invitées à alléger la taxe de séjour ou d'hébergement touristique. Elles pourront également décider de réduire de 2/3 les cotisations foncières des entreprises du tourisme et l'État viendra accompagner la collectivité. Elle viendra exactement financer la moitié de ces efforts qui seraient faits par les collectivités. Sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions localisées, vous savez, il y a
aujourd'hui en France des territoires qui sont en zone rouge et des territoires qui sont en zone verte. Pour les territoires d'outre-mer, il n'y a que Mayotte aujourd'hui qui est dans cette partie colorée en rouge. Eh bien, le gouvernement souhaite effectivement que les vacances de juillet-août puissent se faire et a mis en place un système de remboursement intégral avec les professions de l'hôtellerie et du tourisme. Toute réservation qui serait faite à partir d'aujourd'hui, dans le cas où on devait revenir en arrière parce que l'épidémie évoluerait, eh bien, les remboursements seraient faits. Tout ça, effectivement, étant d'inciter au déplacement. C'est un plan global de 18 milliards d'euros et je vous l'ai dit, qui sera décliné dans les territoires ultramarins. Et ces décisions qui ont été prises me font dire effectivement à M. Artano que le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations va donc être mobilisé, bien entendu, pour faire ces prêts qui n'ont jamais été dans le temps aussi lents en remboursement et les conditions seront présentées par chaque organisme. Pour répondre aux questions de la sénatrice Viviane Artigalas, je viens de lire effectivement dans un premier temps cette fiche, mais je vais reprendre les autres questions que vous m'avez posées, et notamment sur l'aérien. C'est ce que j'ai expliqué ce matin à cette réunion touristique, c'est que les territoires ultramarins, pour connaître un tourisme cet été, ça veut dire que nous reprenons un certain nombre de vols, parce que si en métropole, on peut le faire en train ou en voiture, et nous, on ne le fait que par l'avion. Et donc, on a bien un lien entre cette activité du développement touristique et puis la réouverture des territoires pour permettre effectivement ce tourisme affinitaire, d'autres types de tourisme si on le souhaitait. Nous devrons travailler ensemble et réaliser ce chantier ensemble. Et les compagnies aériennes sont directement effectivement concernées. Alors moi, je voudrais ici rappeler que les compagnies aériennes qui desservent nos territoires sont essentielles à la continuité territoriale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à une question qui m'a été posée par un parlementaire, et de rappeler et de remercier les compagnies qui ont continué à travailler pendant cette période de crise et souvent à perte. Bien sûr, il y a la compagnie Air France, il y a la compagnie Air Austral, et puis l'État a organisé des ponts aériens entre la Réunion et Mayotte, entre la Polynésie et Paris. Et il faut effectivement aujourd'hui que nous puissions continuer à soutenir ces compagnies de manière à ce qu'elles puissent continuer à rendre les services importants en matière d'avitaillement sur les territoires. Je pense effectivement à tout ce qui est sanitaire, mais aussi au quotidien de ce que nous répondre aux besoins du quotidien. Alors bien entendu, ce que l'on fait actuellement, c'est de voir avec chaque compagnie aérienne, dans chaque bassin maritime, je pense à Air Tahiti Nui, je pense effectivement à Air Cala, je pense à Air Austral, je pense à Air Caraïbes, je pense à Air Saint-Pierre. Enfin, nous avons de nombreuses compagnies qui desservent les territoires ultramarins et qui souvent d'ailleurs ont dans leur compte, dans leurs actionnaires, des collectivités territoriales. Pour Air Austral, c'est la région Réunion, pour Air Calin et pour Tahiti Nui, c'est bien sûr les deux gouvernements. Donc, on a un travail à faire aussi avec les collectivités qui sont actionnaires et qui ont leur part de responsabilité, comme tous les autres actionnaires d'ailleurs. Donc, on vérifie qu'ils ont bien utilisé tous les dispositifs qui ont été mis à leur place, c'est ce que en place par l'État. C'est ce que j'ai demandé effectivement à chacun et au préfet d'y veiller et de me remonter les conditions quand elles sont rattachées à des territoires. Ensuite, c'est de dire il faut absolument qu'on ait un travail, et Bruno Le Maire l'a rappelé, avec les actionnaires pour pouvoir les accompagner davantage dans le temps. Et puis, ce qui est demandé par toutes ces compagnies, c'est de savoir comment et à quelles conditions ils pourront réouvrir. Vous le savez, le Premier ministre a donné la date du 2 juin pour une première vague de réouverture, sans doute de restaurants ou d'activités dites touristiques ou de loisirs, et puis sans doute une autre vague avant la fin du mois de juin. Tout sera déterminé autour du 28 mai. C'est à ce moment-là d'ailleurs que pour les territoires d'outre-mer, nous pourrons aussi faire un certain nombre d'annonces. Alors, en ce qui concerne effectivement la commande publique, c'est un sujet important et moi, vous savez, je n'ai pas attendu effectivement cette crise pour qu'on parle fortement du BTP et des infrastructures à construire sur les territoires ultramarins. Je viens de faire une chronique des paiements du FEI pour remonter sur l'année 2018 et 2019. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là,
ont versé 30% aux collectivités de crédit, enfin, du montant du projet, versé 30% en 2018 et en 2019. Cette année, en 2020, on va verser 50%. Mais j'ai souhaité qu'on remonte sur 2018 et 2019 et qu'on verse aux collectivités le complément entre le 30 et le 50%. En clair, je viens de redonner aux collectivités 11 millions d'euros de trésorerie pour ces collectivités, pour des chantiers 2018 certainement commencés, et je l'espère bien, et pour les chantiers 2019-2020, on est bien dans le contexte du 50% versé dès la signature avec l'État des projets FEI. Je voudrais vous dire ici que la presque totalité des crédits du FEI 2020 ont été effectivement annoncés à chaque collectivité. Les engagements ont été pris, c'est engagé aujourd'hui ou dans les heures qui viennent pour qu'effectivement on soit à la hauteur des besoins. C'est important, c'est un facteur économique majeur dans nos territoires. Et puis, je compte sur le Haut Conseil de la commande publique. Je réunirai cette semaine, demain, c'est demain, je crois, vendredi, voilà, c'est demain, les hauts conseils pour créer une dynamique avec eux et des réunions régulières pour voir comment on utilise effectivement l'ensemble de ces crédits FEI, mais aussi bien sûr les contrats de transformation ou de développement et de transformation selon les territoires. La question était sur la LBU. J'ai demandé à chaque préfet de me faire un point LBU engagement à la date où nous parlons, de manière à réattribuer s'il faut. Mais je voudrais vous dire que la CDC Habitat projette de racheter des immeubles en construction à des promoteurs dans les territoires ultramarins. Qui pourra représenter 5 000 à 6 000 logements. C'est autant de chantiers qui vont être lancés en 2020 et 2021 et ça représente entre 100 et 120 millions d'euros pour 2020 et 2021. Sur la question des assurances, eh bien, on va se dire la vérité, les assurances, il a fallu aller les chercher pour qu'elles soient à nos côtés. En même temps, je voudrais dire que ce sont aussi des entreprises qui subissent la crise. On est allé les chercher et ils sont au rendez-vous. D'abord, effectivement, c'était une annonce de 200 millions d'euros au Fonds de solidarité. Et puis, on a retravaillé ensemble et ce fonds, il a été porté à 400 millions d'euros. Il participe également au plan de relance touristique et vous verrez le détail dans ce plan quand il sera publié. Moi, je vais avec Jean-Baptiste Lemoyne travailler effectivement et avec vous tous sur le plan et la relance touristique dans les territoires ultramarins. La dernière question a été, la dernière question, Madame la sénatrice, était sur les médias outre-mer. Alors, des crises en outre-mer, depuis que je suis arrivée, depuis que je suis là, depuis 3 ans, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup et la plus grosse difficulté dans ces crises, ça a bien été les fake news. Et on voit bien qu'il nous faut des médias forts, des médias qui informent et qui, effectivement, viennent dans les territoires ultramarins présenter les projets. On a besoin d'eux, et y compris d'ailleurs dans la prévention, les messages à passer. Il faut qu'on soutienne nos médias. Ils ont subi de grandes pertes dans leurs recettes, notamment dans le début de cette crise. Ça revient parce qu'on a relancé effectivement la publicité sur ces chaînes, sur ces journaux. Il faut qu'on puisse continuer à le faire. Et avec le ministère de la Culture, et nous avions commencé avant la crise parce qu'il y avait des sujets médias à présenter un mécanisme de soutien. J'espère que nous serons en mesure, dans les semaines qui viennent, de l'annoncer publiquement. Madame la sénatrice Nassima Dindar, vous m'avez interrogée sur les finances locales. On a eu l'occasion d'en parler beaucoup avec le président de la République quand il a, il y a maintenant 10 jours, dialogué avec tous les présidents de départements, de régions et les présidents des associations de maires, de dire que plusieurs mesures avaient été effectivement prises. D'abord, le Premier ministre a donné une mission au député Cazeneuve, que vous connaissez, qui avait déjà fait un travail avec le député Passion sur les dotations aux collectivités territoriales. Et je voudrais rappeler que ce rapport Passion-Cazeneuve, il est loin d'être abouti. Il y avait de fortes recommandations. Effectivement, il est un peu de côté le temps de la crise et des urgences, mais toutes les recommandations sont à reprendre. Et puis, le député Cazeneuve va faire des demandes, enfin des propositions supplémentaires. Il faut qu'il puisse
objectiver les différentes demandes, territoire par territoire, collectivité par collectivité, de manière à ce que nous puissions venir les soutenir. Moi, je suis très, très attentive au travail, à ce travail. On a aussi fait en sorte qu'il y ait des versements anticipés. J'ai signé récemment une instruction qui rappelle notamment la possibilité de faire des avances sur le 12e de fiscalité. Alors là, ça concerne les DROM, bien sûr. Et puis, je souhaite effectivement dire qu'il y a la difficulté des communes ultramarines, bien qu'elles ont quand même des recettes presque garanties jusqu'en décembre, puisque les régions, effectivement, alimentent aujourd'hui les communes. C'est plus après qu'il va falloir aussi intervenir. Les régions, elles, qui supportent ce poids, y compris de soutien aux communes, alors que l'octroi de mer est touché, alors que la taxe sur les carburants est touchée, nous le savons, alors que l'économie des territoires en berne fait qu'il y a moins de recettes. Donc, avec chaque collectivité, nous travaillerons à apporter des réponses pour qu'on ait un retour aux équilibres. Et vous savez tous dans quelles conditions, effectivement, sont certaines collectivités et certaines difficultés budgétaires. Et je pense, et je n'oublie pas, qu'il y a la difficulté des délais de paiement qui sont énormes. Donc, soutenir les collectivités, c'est aussi soutenir les entreprises qui attendent d'être payées sur un certain nombre de territoires, pour ne pas dire dans la presque totalité des territoires. La question de l'autonomie alimentaire, Madame la sénatrice, est aussi essentielle. Et là, vraiment, on est au cœur, mais déjà depuis un certain nombre de temps. Vous savez, la visite du président de la République à La Réunion a été l'occasion de parler de cette autonomie alimentaire. C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'un délégué interministériel à la transformation agricole est là pour accélérer justement les travaux. Et sa première mission était à La Réunion, avant effectivement de se rendre dans les Antilles pour adapter ou pour accompagner cette transformation. Je pense aussi au circuit court qu'il nous faut valoriser davantage. Et à cette occasion, je voudrais dire que je voudrais remercier de l'innovation dans les territoires ultramarins, quand on a effectivement très vu que des rhummiers, donc que certains avaient su utiliser le rhum pour faire du gel hydroalcoolique. On voit bien que l'innovation est au cœur aussi des réponses de demain et on est bien dans le circuit court et il faut qu'on puisse continuer. Bien entendu, les annonces financières qui avaient eu lieu à ce moment-là sont maintenues, sans doute, mais on verra. Travaillons déjà à tout ce qui a été mis en capacité financière sur les territoires, travaillera à une augmentation de ces moyens. Et pour finir rapidement deux sujets, le réseau de l'eau. Les réseaux d'eau, c'est une question extrêmement brûlante dans les territoires d'outre-mer. C'est une problématique qui est rappelée régulièrement dans les territoires ultramarins et obligatoirement en période de crise, les choses vont encore plus mal et donc on les voit encore plus. Et donc cette question de l'eau, elle est essentielle, elle est différente selon les territoires. Je pense effectivement à la Guadeloupe, à la Martinique, qui ont des problèmes d'infrastructure, certains de gouvernance, de vieillissement de leur structure. Il faut qu'on sorte de cette espèce de spirale qui fait que on est dans dégradation des services rendus aux usagers, fuite, panne, donc perte de confiance et donc impayé et donc pas d'argent pour investir. Il faut effectivement qu'on sorte de tout ça. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a ces problématiques antillaises, on va dire, qu'on peut retrouver dans d'autres territoires, mais il y a aussi Mayotte, la Guyane, où là, le déficit en infrastructure était effectivement présent. Il faut que nous puissions revenir là aussi à des travaux plus importants, d'autant qu'il y a une augmentation de la démographie dans ces deux territoires qui doivent être pris en compte. Alors, quelques chiffres. Le plan d'action prioritaire en Guadeloupe, c'est 71 millions et le préfet de la Guadeloupe a fait quelques réquisitions dernièrement pour permettre effectivement d'avancer vers des solutions d'urgence, mais aussi de faire en sorte que cette gouvernance soit modifiée en Guadeloupe et qu'on puisse enfin être au niveau de ce qui est attendu, parce que c'est totalement inadmissible par nos concitoyens. Sur Mayotte, c'est 67 millions d'euros pour l'eau potable et l'assainissement. Dans le FEI que je viens de signer, une grande partie vont sur des projets eau et assainissement. Il y a 70 millions également de l'Office français de la biodiversité qui ont été mobilisés avec l'AFD pour tous les territoires. Et puis, bien entendu, nous allons très vite réorganiser des cycles
pour travailler sur ces plans hauts pour qu'on soit à la hauteur des attentes. Mais encore une fois, je parle bien là à vous, mesdames et messieurs les sénateurs, et vous savez tous, parce que vous êtes aussi beaucoup des élus locaux, vous savez tous que la problématique de l'eau, ce n'est pas l'État qui va la régler seul, parce que c'est une compétence avant tout locale. Que l'État soit aux côtés des collectivités, c'est normal. Que l'État, quelquefois, soit obligé d'aller jusqu'à la réquisition. Si les choses se passent mal, pourquoi pas. Mais entre les deux, franchement et honnêtement, il faudra qu'on se mobilise davantage tous ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Et c'est le dernier message que je voulais effectivement vous délivrer, de manière à ce que ce soit tous ensemble qu'on puisse le faire et en emmenant les différentes collectivités concernées, les mairies, les EPCI, à avancer sur ces sujets et à dépasser peut-être quelquefois les clivages politiques, même dans cette période politique ou de campagne électorale qui continue. C'est pas toujours facile. Sur la dernière question des médecins étrangers à Mayotte, c'est une mesure réglementaire qui est mise en place pour la Guyane et pour les Antilles. Mais si nous en avons besoin à Mayotte, eh bien, nous pouvons effectivement adapter rapidement le texte et le permettre pour privilégier effectivement la possibilité d'avoir un renfort dans la région si nécessaire. N'oublions pas que pour l'instant et en période de crise, c'est d'abord des renforts nationaux qui sont envoyés dans tous les territoires. Sur le volet hospitalisation, niveau sanitaire et conditions de prise en compte des soins dans les territoires ultramarins, il y a le temps de la crise. Le Covid-19, je ne vais pas vous rappeler tous les engagements qui ont été pris et à la fois les envois de masques, de capacités de tests, de doublement des lits de réanimation, etc. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a des projets finalisés où l'État s'est engagé fortement, le CHU de Fort-de-France avec 169 millions d'euros, la construction du pôle sanitaire de l'Ouest à La Réunion, 131 millions d'euros, la reconstruction à Saint-Laurent-du-Maroni pour 147 millions d'euros, et puis sont en cours, et vous le savez, la construction du CHU de Pointe-à-Pitre, c'est 590 millions d'euros, ça avait été annoncé il y a maintenant plus d'une année, c'est même 4 ans que ce projet a été annoncé. L'hôpital est bien sorti de terre. J'ai eu l'occasion de faire 3-4 visites sur cette structure avec le président de région et le président de département. Nous souhaitons que ça avance le plus vite possible. Vous savez que l'hôpital de Guadeloupe a aussi subi un incendie. Il y a effectivement l'hôpital de Pamandzi à Mayotte qui a nécessité un investissement de 27 millions d'euros, mais il y a celui de Mamoudzou à Mayotte qui est un investissement de 172 millions d'euros, et puis l'offre hospitalière en Martinique, regroupement de l'offre hospitalière pour lequel l'État a engagé 38,7 millions d'euros. Sur l'Europe et les différents partenariats ou projets que nous avons en la matière. D'abord, je voudrais dire que je travaille en concertation régulière avec le député européen Stéphane Bijoux, que ces positions comme les nôtres, c'est bien de défendre les intérêts des RUP et des PTOM qui sont portés aussi bien sûr par l'ensemble du groupe Renaissance à Bruxelles. Il y a aussi des avancées, bien sûr, pendant la période de la crise, les 2 initiatives d'investissement en réaction au coronavirus qui ont été prises par la Commission, mais aussi l'adaptation avec les modifications du FEAMP, et là je réponds à une question pêche, ou encore le plan de relance économique auquel participera l'Europe. Vous le savez, c'est avec les RUP, avec les PTOM que nous travaillons sur le prochain budget européen. L'Europe doit être au rendez-vous et nous continuons à travailler ensemble, et je vois régulièrement les différents élus ont la matière. Vous avez parlé un peu de coopération régionale. Permettez-moi de conclure sur ce sujet avant de passer au tourisme et de répondre à Tani, Madame la sénatrice chère Nassima, sur la coopération régionale. On en parle beaucoup, elle se concrétise souvent assez peu, et on voit en ce moment de crise que chaque territoire s'est complètement refermé sur lui-même et que la coopération régionale, on l'a quand même largement oubliée dans ce moment, et qu'elle a rarement porté suffisamment sur le sujet sanitaire.
Et donc, il va falloir que nous puissions relancer ces sujets rapidement. Je l'ai demandé aux 3 ambassadeurs des différentes zones qui sont ici au ministère des Outre-mer. La France va présider la COI en 2021 et donc j'ai proposé la candidature de monsieur Marimoutou, que je le prononce bien. Il va prendre ses fonctions le 1er juillet et c'est les 2 missions qui lui sont données et que je souhaite effectivement rappeler avec mon collègue des ministères des Affaires étrangères, c'est bien le sujet éducatif et le sujet sanitaire. Pour répondre effectivement à la question de Mayotte, je sais que ma réponse à l'Assemblée nationale a choqué, ou du moins c'est ce que j'ai pu lire effectivement sur les réseaux sociaux. Et je sais que les chiffres que j'ai donnés peuvent paraître éloignés du ressenti au quotidien des Mahorais. C'est toujours la grande difficulté entre effectivement donner des chiffres généraux dans un pays ou dans un territoire, et puis à côté, que ce chiffre, il vienne percuter, et c'est normal, le ressenti ou le vécu de quelqu'un dans son quartier, dans sa maison, dans son village ou sur un événement particulier. Et donc, j'ai l'habitude d'être toujours très transparente et très directe. Rares sont ceux qui sont allés aussi souvent que moi en tant que ministre dans les territoires ultramarins. Rares sont ceux qui ont été aussi au quotidien, en permanence aux côtés de Mayotte que moi depuis le début de mon arrivée ici. Et si j'ai choqué les Mahorais, c'est que nous ne sommes pas compris. Oui, c'est les chiffres. Globalement, effectivement, la violence a baissé et vous le savez, et vous l'avez dit, monsieur le sénateur Tani, avec qui nous travaillons toujours très bien, comme avec la députée Ramlati Ali, ces chiffres viennent de la baisse de plaintes déposées. Alors, on peut s'interroger, en vérité, est-ce que les gens vont moins porter plainte parce qu'ils estiment que ça ne change pas grand-chose, ou est-ce que la période de confinement a fait qu'il y a eu moins de plaintes? Et oui, nous avons des jeunes sur ce territoire qui, malheureusement, sont bien trop souvent violents. Mais cette violence, elle exprime souvent la détresse, elle exprime souvent un désespoir, l'ennui, bien évidemment. Mais rien n'excuse ces violences. Et vous le savez, nous sommes sur le territoire avec l'ensemble des forces qui ont été mobilisées et nous veillons avec le ministre Castaner à ce que les forces qui sont présentes soient tous mobilisées. Et nous n'avons jamais hésité, en période de crise ou quand c'est nécessaire, à les renforcer. C'est ce gouvernement qui a fait que l'opération Chikondra a été à la hauteur et pour la première fois des besoins en matière de lutte contre l'immigration illégale sur le territoire. C'est ce gouvernement qui poursuit résolument une politique de développement structurel de Mayotte. Vous le savez, c'est 1,7 milliard d'euros qui sont là sur le plan d'avenir. Il faut maintenant le mettre en œuvre, ou du moins compléter sa mise en œuvre. C'est ce gouvernement qui a renforcé de manière significative les moyens en matière de lutte contre la délinquance. Et ça explique aussi peut-être certains chiffres, même s'il ne faut jamais se satisfaire des résultats que l'on a, parce que le travail est encore long pour qu'on atteigne nos objectifs à Mayotte. Vous le savez, je suis régulièrement à la manœuvre sur ces sujets et je trouve toujours lamentable dans ces périodes de crise qu'on se laisse aussi aller, pour certains, à de la manipulation populiste, simpliste. C'est honteux parce qu'on a des populations qui sont fragiles, qui souffrent, et c'est extrêmement facile de pouvoir les manipuler. Sur Mayotte, son classement en rouge, vous le savez, je l'ai dit dès les premiers jours que je m'inquiétais fortement dans cette période de Covid-19 de la situation de Mayotte. Mayotte, aujourd'hui, est le territoire où, contrairement aux autres territoires, le virus n'est pas encore maîtrisé. C'est pour ça que nous renforçons régulièrement les moyens. Comme dans tous les territoires, on a doublé le nombre de lits réa. Enfin, quand on parle de loin, effectivement, tout ça est aussi discutable. Mais aujourd'hui, nous avons un chiffre de… excusez-moi, je cherche le chiffre de nombre de lits. Nous avons 3 lits de réanimation. Non, je crois qu'il y a une petite erreur. Combien de lits de réanimation, s'il vous plaît? Merci de me donner un chiffre clair parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Mais on a doublé le lit de réanimation. On est passé de 17, me semble-t-il, dans mes souvenirs, à un chiffre qui est de 38. Voilà, de 16 à 38. Je n'ai pas une si mauvaise mémoire que ça.
de 16 à 36 lits. Et puis, vous le savez, ça a été demandé par les élus. Je sais que le sénateur Tani, entre autres, a souhaité effectivement que les forces militaires se mobilisent et puissent arriver à renforcer ce nombre de lits sur le territoire. Ce n'est pas un hôpital de campagne, je l'ai déjà dit, la structure n'est pas là. Le nombre de lits sera bien sûr augmenté et un nombre de lits, bien sûr, c'est du matériel, des hommes. Dans le mois, ce sera 10 lits et une centaine, plus de 80 personnes qui vont arriver. Et très vite, dès le début de la semaine prochaine, un premier module militaire de réanimation qui arrivera par le premier avion. Il faut 2 à 3 avions pour pouvoir emmener l'ensemble des moyens sur Mayotte. Et puis, bien sûr, je veux remercier l'accord entre Mayotte et La Réunion. La solidarité, elle est nationale. La solidarité, elle est aussi régionale, puisqu'il y a un accord entre La Réunion et Mayotte pour les évacuations sanitaires. Sur la question du déconfinement à Mayotte, qui actuellement, elle n'est pas terminée, je suis désolée, monsieur le sénateur Tani, une réunion interministérielle sur ce sujet du déconfinement, ou du moins sur l'adaptation à Mayotte dans les conditions actuelles du confinement, sachant que, soyons très honnêtes entre nous, le confinement à Mayotte est sans doute le territoire où il a le moins marché. Je veux remercier tous ceux qui l'ont respecté. Mais à côté de ça, on a vu des regroupements de 200 personnes, des jeunes, des moins jeunes, et je fais en sorte de ne pas toujours accuser que les jeunes. Et là, je compte sur effectivement la classe politique pour rappeler que si on veut effectivement que Mayotte sorte de cette période extrêmement difficile, il va falloir que les gestes barrières soient appliqués, il va falloir que le port du masque soit appliqué, il va falloir qu'on accepte davantage le test, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment accepté à Mayotte. On mettra tous les moyens pour aider Mayotte. Voilà, dire quand même que j'ai une petite pensée au moment où on parle, mais peut-être le sénateur en parlera, pour la Guyane, qui a aussi une problématique, ou du moins un cluster qui nous inquiète fortement. Voilà pour cette première série de réponses. J'ai peut-être été trop longue, mais j'ai essayé de répondre à tous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je reconnais en effet que vous avez balayé point par point chacune des questions qui vous ont été posées. Alors, les collègues diront tout à l'heure si les réponses sont satisfaisantes, mais en tout cas, vous avez fait le travail, bien répondu à toutes les questions. Je vais donc passer la parole. J'ai 3 demandes d'intervention pour le moment. Victoire Jasmin, il y avait Jocelyne Guidez, mais elle a cédé sa place. Il y a Victoire Jasmin, Dominique Théophile et Catherine Conconne, dans l'ordre. Je demanderai aux collègues d'être aussi précis que possible dans leurs questions. Et voilà. Vous avez la parole. On commence avec Victoire. Victoire, ton micro n'est pas ouvert. Désolée. Bonjour et merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Bonjour à tous. Madame la Ministre, j'ai entendu vos premières réponses consacrées aux différents collègues qui sont les rapporteurs. Et certaines réponses me satisfont vraiment. Mais j'ai d'autres questions concernant, d'une part, l'article 9 de la dernière mesure prise par le Premier ministre concernant l'accès aux plages. Et pour les personnes qui font de la plaisance, justement, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a une association qui m'a transmis un message. Et je crois qu'il faudrait qu'on soit vraiment au clair par rapport à la situation concernant le tourisme, concernant également toutes les personnes qui pratiquent la plaisance. Il y a également, concernant l'aquarium de la Guadeloupe, là encore, il y a des techniciens qui continuent à travailler, c'est fermé, il n'y a pas de touristes, alors que les revenus de cet aquarium, le fonctionnement est lié au tourisme. Et il y a des techniciens et aussi des animaux qui sont là à la fois pour la recherche, mais aussi pour la protection, et ils contribuent très fortement à l'économie du pays. Et là aussi, il y a des mesures qui seraient à prendre. Donc, je ne sais pas lesquelles. Je vous laisse le temps de réfléchir et j'espère que nous allons pouvoir trouver ensemble des solutions. Alors, concernant l'agriculture, vous l'avez évoqué, effectivement, c'est lié aussi au tourisme parce que vous avez à la fois parlé de privilégier les circuits courts, ce qui est important aujourd'hui parce que nous l'avons vu, grâce aux agriculteurs qui ont su innover, adapter quand c'était possible leurs différentes façons de rendre service, je dirais, à la population, avec l'aide de certains maires qui ont pu avoir la dérogation pour les marchés. Mais on sait qu'avec le tourisme, on aura
la possibilité également de privilégier les circuits courts, mais de consommer les produits locaux, parce que nos agriculteurs, ainsi que dans les hôtels, il y a un certain nombre d'emplois directs et indirects qui sont en jeu aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous devons maintenir toutes les actions concernant la sécurité sanitaire, mais nous devons plus que jamais trouver et innover, poursuivre l'innovation, et vous l'avez évoqué, pour permettre aux agriculteurs de s'en sortir, aux marins-pêcheurs de s'en sortir, mais surtout de maintenir les emplois, parce que là, c'est un véritable risque si toutefois les mesures n'étaient pas prises dans les délais. Donc, il y a aujourd'hui, concernant l'accès aux plages, des dérogations qui sont demandées, qui peuvent être demandées au préfet. Dans la mesure où nous sommes dans le vert et nous sommes entourés d'eau, je souhaiterais vraiment que des mesures soient prises, parce que l'article du décret du 11 mai concerne l'interdiction des activités nautiques et de plaisance, alors que là, si on regarde bien, il y a une activité évidente sur l'ensemble de nos territoires et de façon singulière, je parle pour la Guadeloupe. Donc, il faudrait peut-être que nous puissions voir comment faire pour que cette activité redémarre si on veut vraiment maintenir les différentes activités, tout en exigeant de tout chacun que les mesures spécifiques pour maintenir le niveau de protection des populations et des usagers soient respectées. Donc là, et puis vraiment, je vous remercie. J'ai entendu certaines réponses déjà concernant à la fois l'eau et le reste. Donc, je n'ai pas plus de questions pour le moment. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues. La parole donc à Dominique Théophile. Oui, bonjour, Madame la Ministre. On a un peu abordé la question de la fiscalité, puisque vous savez que le crédit d'impôt pour investissement productif, je parle des investissements productifs ou la deadline, c'est le 31 décembre 2020 pour l'achèvement des investissements prévus. Et la situation actuelle laisse à penser que certains nombres d'investissements auront droit à cette réduction d'impôt ne pourront être réalisés comme prévu avant la fin de l'échéance au 31 décembre 2020. Donc, ma question est la suivante. Quelles dispositions comptez-vous prendre très rapidement, puisque certains, investissements vont commencer et il y a un point important de non-achèvement. Donc, quelles sont réellement la nouvelle date d'échéance? Et sur la question de l'eau, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et d'ailleurs, c'est un sentiment partagé depuis 92, l'eau paye l'eau, toutes ces situations. Et d'ailleurs, j'avais, en 2017, par une question d'actualité, évoqué le problème sur les investissements, mais vous vous rendez compte, Obama a 900 millions d'investissements pour la Guadeloupe pour remettre en état le réseau. Moi, je fais un rapide calcul, il faudrait une augmentation de l'eau au mètre cube de 25% sur 10 ans. Donc, vous vous rendez compte, si nous appliquons ça aux compatriotes guadeloupéens, c'est un 2009 bis. Par conséquent, je crois qu'il faut faire jouer, au-delà de la responsabilité des élus, et ceux qui certainement ont fauté ne sont plus là, puisque ça date des années, et depuis la FNIAE, le fonds d'adduction d'eau qui était perçu sur les factures pour refaire les investissements, je veux dire, les élus qui sont en situation ne sont pratiquement pas responsables de cet effet-là. Donc, dans le cadre d'une solidarité, puisque plus on va repousser l'échéance, plus les réseaux qui ont une durée de vie de 40 ans à 45 ans, parce que les premiers réseaux datent déjà de 1945. Et donc, on aura, parce qu'aujourd'hui, on a un rendement de réseau qui est de 40%. Ça veut dire que quand on produit 1000 litres d'eau, il y a 600 litres qui partent dans la nature, dont 400. C'est la moyenne. Donc voilà, la solidarité nationale pour un coup, et puis mettre un dispositif de suivi pour que plus jamais ça. Merci beaucoup, chers collègues. La parole à Catherine Conconne. Catherine, si tu veux allumer ton micro, c'est toi qui interviens. Parfait. Oui, bonjour chers collègues, bonjour Président, bonjour Madame la Ministre.
Mes premiers mots sont pour vous encourager, vous dire que au milieu de cette crise inédite que personne n'a jamais vécue, pour certains c'est facile de donner des leçons ici et là sur les médias, les réseaux sociaux, sur comment on pourrait faire, mais lorsqu'on affronte ce genre de catastrophe pour laquelle on n'a aucun recul, je pense qu'il faut qu'on fasse tous dans l'opinion et tout preuve un peu d'humilité, demander qu'on fasse plus, certes, mais face à l'inédit, des mesures exceptionnelles et une mobilisation exceptionnelle de votre ministère et de vous-même ont pu être notées, et en particulier aux côtés de nos compatriotes étudiants qui ont pu bénéficier d'une assistance de maintien de revenus. Je suis sûre que vous y avez été pour quelque chose, et également du rapatriement dans leur pays d'origine à partir de moyens qui sont exceptionnellement débloqués. Alors, j'avais 2 points à vous soumettre. Et juste un premier point sur lequel je voulais vous rassurer, la situation de l'eau à la Martinique, même si en ce moment nous sommes en situation de pénurie, n'est pas due à des problèmes d'infrastructure, même s'il y a quelques réparations à faire ici ou là, et en particulier dans le centre qui a bénéficié d'un réseau d'eau potable très tôt dès le siècle dernier, dès le milieu du siècle dernier, mais nous n'avons pas de problème ni de ressources, ni de distribution. On a simplement une mauvaise entente et une mauvaise organisation de la distribution sur place qui fait que eh bien, 2 distributeurs, 2 producteurs ne s'entendent pas et se parlent à coups de procès, etc., et occasionnent des rétentions et des problèmes sur la distribution. Donc, nous sommes montés au créneau très fortement, Maurice Antiste et moi, récemment, à plusieurs reprises, et nous avons trouvé à nos côtés un préfet qui a pris également ses responsabilités, qui a sifflé un peu la fin de la récréation et qui permet au moment où je vous parle de dire que la plupart des points qui étaient en pénurie chronique sont aujourd'hui approvisionnés, que les choses vont mieux. Donc, on est plus dans des problèmes d'entente, de gouvernance, de distribution que d'infrastructure pour ce qui concerne la Martinique, même s'il y a bien sûr, comme partout, des renouvellements de réseaux à faire, mais pas dans des proportions qui pourraient justement occasionner cette pénurie ambiante. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question que je voulais vous poser a déjà été un peu abordée, c'est celle des médias locaux, et en particulier, je pense, pour la Martinique et la Guadeloupe, à ATV, à RCI, qui est sur les 2 îles. Ce sont des médias qui ont fait un boulot extraordinaire pendant la pénurie, qui emploient beaucoup de monde. RCI, c'est 150 personnes sur les 2 îles, génèrent valeur ajoutée, chiffre d'affaires important, ont été extrêmement présents aux côtés de la population pendant cette crise du Covid, nuit et jour, en relayant des messages, en faisant venir, jusqu'à faire venir des psychologues pour une espèce de thérapie collective, calmer les gens pendant ces grosses difficultés que nous avons connues. Et bien sûr, ils ont pour la plupart perdu 90% de leurs recettes publicitaires. C'est bien que les recettes de ces médias-là portent essentiellement sur la publicité. Face à ça, il était impossible pour eux de mettre du monde en chômage partiel, impossible. Et donc, leurs charges sont restées identiques. Faire fonctionner une radio nuit et jour, ça demande des journalistes, ça demande une télé, une radio, ça demande des journalistes, ça demande des moyens. Les moyens ont été constants, mis à disposition des téléspectateurs et des auditeurs, mais avec des recettes en chute. Alors, bien sûr, je les ai auditionnés hier, qu'il s'agisse des médias de la Réunion, de la Guadeloupe, Martinique, enfin surtout Martinique, puisque RCI est sur les 2 îles, et puis ATV. J'ai des chiffres. Je m'apprête à saisir le Premier ministre, et bien sûr, vous serez mis en copie dans la journée, ainsi que Bruno Le Maire, pour que des moyens exceptionnels. Leur demande, quand je cumule tout, n'est vraiment pas, ça va vraiment pas chercher très loin pour eux, mais bon, dans ce flot de besoins auquel le gouvernement doit faire face aujourd'hui, il y a un petit proverbe créole qui dit, et je vais vous le traduire en jouant tête à tête, si vous jamouillez, il ne faut pas au pisser. Donc, aujourd'hui, ces besoins sont ce qu'ils sont, ne dépassent pas les 2 ou 3 millions d'euros, mais seraient vitaux pour éviter des catastrophes. On vous a vu au combat concernant France Antilles. Aujourd'hui, France Antilles, bon, malheureusement, Covid aidant, n'a pas pu pousser ses investissements et son retour sur la scène médiatique aussi fortement qu'il l'aurait souhaité. Mais France Antilles est de retour, nous l'avons sur le net, nous permet d'être informés également en temps réel. Et vous avez, en tout cas à cette époque, poussé les moyens pour que France Antilles puisse bénéficier d'un fonds exceptionnel d'investissement et assurer ainsi, vous l'avez dit dans votre introduction, une pluralité des médias dont on a besoin. Nos territoires sont petits, les marchés sont contraints et on ne peut pas se contenter de n'avoir que le service public de l'information aux côtés de nos populations.
Donc, je compte sur vous pour cela. Et ma troisième mention va concerner la fiscalité des collectivités d'outre-mer. Vous savez que cette grande bizarrerie qui fait reposer les moyens budgétaires des collectivités, mairies, collectivités, sur une fiscalité locale, en particulier l'octroi de mer, en particulier la taxe passager, en particulier la taxe sur les carburants. Et vous imaginez bien, pas besoin de vous faire un dessin, que tout cela est à la baisse, vraiment à la baisse. Les produits à forte valeur ajoutée d'octroi de mer, par exemple, ne sont pas ceux qui ont été le plus consommés. Il n'y a pas eu de fête, on n'a pas consommé d'alcool importé, on ne s'est pas fait de cadeaux, on n'a pas acheté de voitures, enfin bref, ce qui fait que les collectivités locales vont connaître une baisse drastique de leurs recettes d'octroi de mer. J'avais donc osé un amendement dans le PLFR à ce sujet. Bon, il m'a été suggéré qu'il soit reporté au moment où on parlera relance, mais en tout cas, il faudrait absolument assurer à ces collectivités non pas une stabilité en trésorerie, puisqu'il y a un mécanisme qui fait que chaque mois, il y a un prorata temporis qui est versé aux collectivités et que le point est fait en fin d'année, mais lorsque le point va se faire, on aura un manque à gagner important, certaines collectivités m'ayant fait déjà remonter des manques qui pourraient se chiffrer à des recettes à moins 70% en ce qui concerne les collectivités locales. Et bien sûr, la collectivité majeure, la collectivité territoriale de Martinique, qui reçoit quand même 65 millions d'euros chaque année en recettes sur les carburants et presque 2 millions d'euros sur la taxe passager, mais plus de trafic passager, plus de taxes reçues, bien sûr. Voilà donc les trois éléments auxquels je voulais vous faire part en vous remerciant encore de votre implication et en vous souhaitant plus que jamais bon courage. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la ministre, je vais vous proposer peut-être de répondre à ces trois questions. Puis, j'ai deux autres demandes pour le moment, Guillaume Arnel et Antoine Karam. Donc, si vous voulez répondre à ces trois intervenants, et nous passerons aux autres questions après. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Victoire Jasmin, vous m'avez interrogé sur l'article 7 du 12 mai et sur la question, effectivement, des activités liées à l'accès à la plage, à la plaisance ou à d'autres bassins où on peut pratiquer un certain nombre d'activités. Je crois que ce qu'il faut retenir de cet article 7, c'est le principe d'interdiction avec la possibilité pour les préfets dans chaque territoire de pouvoir autoriser ou adapter. C'est-à-dire qu'on est sur exactement la même chose que pour les marchés. Les marchés étaient interdits et quand un maire souhaitait effectivement ouvrir son marché, eh bien, il sollicitait le préfet, ensemble il regardait les conditions dans lesquelles les choses pouvaient se faire et il y avait une autorisation préfectorale ou pas. Et bien là, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un principe d'interdiction, mais si un dossier est monté par un maire, instruit par les préfectures, aboutit à des autorisations, nous pouvons le faire sur les sujets accès aux plages, comme à la plaisance, comme aux différentes activités. J'ai bien compris cette volonté de réouvrir un certain nombre d'activités et c'est très bien qu'on puisse les avoir organisées de cette sorte. C'est-à-dire, moi je suis pour qu'on laisse la possibilité à chaque préfet d'adapter sur les territoires. Il y a le cadre, et puis il y a l'adaptation dans chaque territoire, puisque de toute façon, en plus, vous le savez, même s'il y a le vert et le rouge, dans le vert, il y a chez nous tous, ultramarins, des territoires qui n'ont pas du tout les mêmes conditions épidémiologiques. D'ailleurs, le rapport qui a été rendu hier soir par le Conseil scientifique fait bien 3 groupes. Et c'est intéressant à le noter. Il y a effectivement le premier groupe qui concerne Mayotte, pour qui des décisions effectivement aujourd'hui sont liées au fait qu'elle soit en rouge et que le virus circule fortement. Je rappelle que le nombre de cas à Mayotte, c'est la moitié de nos cas outre-mer. Il y a le deuxième groupe, on va dire que c'est celui qui a vu le virus régresser et où on peut dire qu'on maîtrise les choses. Et puis, il y a le troisième groupe où il n'y a soit pas eu de cas, soit très peu de cas ou plus de cas du tout. Et c'est comme ça que sont classés effectivement les trois groupes de territoires ultramarins. Et donc, ça montre bien qu'à l'intérieur de ça, il faut, de ces différents groupes, il faut permettre aux préfets de pouvoir adapter en lien avec les élus en charge des différents sujets. Sur
Monsieur le sénateur Théophile, la question de l'eau en Guadeloupe. Alors, vous savez, la question de l'eau en Guadeloupe, moi, depuis que je suis ici, ça fait donc plus de 3 ans maintenant, un petit peu plus de 3 ans maintenant, eh bien, sur ce sujet, nous avons travaillé. Les visites de Sébastien Lecornu à l'époque au MTES, les miennes, nous sommes revenus d'ailleurs quand il était chargé des collectivités, Emmanuel Vargon, notamment également dernièrement, le président de la République lors de son déplacement en Guadeloupe. Nous avons tous abordé la question de l'eau. C'est des travaux notamment pour la Guadeloupe, comme d'ailleurs pour tous les territoires ultramarins, qui se font dans le cadre du plan Eau-d'Homme qui a été réactivé et pour lequel l'État a mis un certain nombre de crédits pour accompagner les collectivités. Le préfet, vous le savez, accompagne les différentes collectivités. Dernièrement, il a fait un certain nombre de réquisitions. Nous avons débloqué très rapidement 5 millions d'euros pour que des travaux d'urgence soient faits, au-delà des investissements dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient de 79 millions d'euros, pour lesquels on doit réaliser les travaux avant la fin de l'année 2020. Je vous rappelle que le président avait dit lors de son passage, dans 18 mois, il ne faut plus qu'il y ait de tours d'eau. Les tours d'eau, c'est des coupures d'eau, à chacun son tour sur un territoire quand on manque effectivement d'eau. Au-delà effectivement des travaux d'urgence, eh bien, il y a une planification. Sans donner de date, je peux vous dire que lors de ma prochaine visite avec Emmanuel Vargon, eh bien, le sujet eau sera au cœur dans les Antilles. Bon, il faut regarder quand est-ce qu'on peut venir sur le territoire parce que c'est un sujet extrêmement important et les Guadeloupéens nous attendent sur ce sujet. Mais sur le sujet de la gouvernance notamment, vous le savez très bien, monsieur le sénateur, pour y avoir travaillé, et je vous en remercie, avec le gouvernement et avec les collectivités de votre territoire, pour qu'on arrive à effectivement avoir cette structure unique de gestion, ce qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui, avec sans doute beaucoup de bonne attention sur le territoire, y compris la nôtre, mais pas suffisamment pour pouvoir y arriver. C'est une mission que j'ai effectivement confiée au préfet Gustin et qui l'amène sur le territoire en concertation avec chacun. Sur la question de la prolongation du crédit d'impôt pour investissement productif en Outre-mer, eh bien, je voudrais vous dire que ce crédit d'impôt 244 quatar W, parce que c'est comme ça qu'on le dit, a déjà été étendu jusqu'en 2025. Pour des biens immobiliers et la réhabilitation hôtelière. Et pour les autres biens, il n'y a pas de limite. Donc, c'est clair, c'est posé, on en est là. Le régime d'autorisation d'aide d'État s'arrête au 31/12. Nous avons effectivement là à le renotifier le plus rapidement possible, de manière à ce qu'on continue effectivement à travailler ensemble. Le ministère a mandaté un cabinet pour adresser un rapport à la Commission le plus vite possible. Madame la sénatrice Catherine Conconne, vous m'avez interrogé, enfin vous m'avez parlé de la situation des médias que vous avez effectivement eu l'occasion d'auditionner. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans les moments de crise, on sent bien combien on a besoin de nos médias. Et vous avez raison de dire que ces médias ont eu plus de travail que jamais au moment où ils n'avaient plus de recettes, notamment liées aux publicités, et c'est la seule recette, ou du moins la plus grosse recette qui alimente effectivement nos médias. Donc, ils ont été sur le front. Eux aussi, ils étaient souvent en deuxième ligne, voire à côté de ceux qui étaient en première ligne. Ils n'ont pas pu bénéficier du chômage partiel parce qu'effectivement, toutes leurs équipes étaient sur le terrain. En même temps, ils n'ont pas pu non plus, du coup, baisser leurs charges. Et donc, ce sont des activités qui ont beaucoup souffert de cette crise et pour lesquelles, je l'espère, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le ministre de la Culture, nous pourrons faire des annonces sous peu, après des arbitrages interministériels qui devront avoir lieu. Vous avez raison, Madame la sénatrice. Dans ces moments, il faut qu'on soit tous humbles. D'abord parce que je l'ai dit tout à l'heure, les vérités ont une durée de vie quand même très limitée. Que les choses avancent, qu'on apprend en marchant, parce que ce virus qui a touché le monde entier nous a bouleversé à la fois nos structures sanitaires, mais notre économie, notre équilibre social dans les différents territoires. Et oui, il faut effectivement qu'on apprenne chacun
à respecter l'hésitation ou les hésitations ou quelquefois ce qui est jugé comme de la lenteur, comme une capacité à réfléchir malgré tout l'adaptation avec tous. Et quelquefois, ça prend un peu plus de temps parce qu'on fait de la concertation. Pour les collectivités, parce que vous avez effectivement vous aussi rappelé les difficultés. D'abord, vous dire qu'avec la ministre Jacqueline Gouraud, nous en parlons régulièrement. C'est plus, et vous le savez, Sébastien Lecornu qui travaille sur ce dossier, et il connaît bien les territoires ultramarins. Je crois que lui aussi, il est venu dans beaucoup de territoires et sur plusieurs sujets et dans ces deux portefeuilles. La crise, elle devrait effectivement fortement impacter les communes. On a besoin de objectiver les données que l'on a aujourd'hui qui nous sont remontées par les différents parlementaires, bien sûr, par les régions et les départements, les communes elles-mêmes. Il faut qu'on puisse savoir exactement mesurer les choses. J'aurais envie de dire qu'on le traite peut-être un peu moins dans l'urgence que les autres sujets. C'est le sujet qui arrive maintenant, après toutes les autres mesures d'accompagnement que l'on a mis. Sans doute parce que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, les communes restent accompagnées par les régions, par les départements, selon les soutiens, mais on sait pertinemment effectivement que la question de l'octroi de mer, de la taxe sur les carburants, de la consommation dans les territoires vont produire des effets assez rapidement et nous les aidons. Instruction a été donnée effectivement à chaque préfet de faire aussi le point pour se préparer à cette mission Cazeneuve et à informer davantage effectivement le député Cazeneuve sur ce sujet. On a, je l'ai dit tout à l'heure, les possibilités de faire des avances sur la fiscalité. Dès qu'il y a des demandes, nous pouvons les satisfaire. Il faut les demandes, il faut les objectiver et on peut le faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette mesure, elle est prise. Et puis, il faut effectivement que l'on puisse travailler ensemble sur les différentes solutions, sans oublier le rapport patient qui lui aussi faisait un certain nombre de propositions qu'il ne nous faut pas oublier parce qu'elles étaient dans la durée, elles n'étaient pas dans une période de crise, mais elles sont tout aussi importantes et intéressantes pour les territoires ultramarins à faire avancer. C'était l'audition de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, devant les sénateurs. La ministre s'est attardée sur la situation à Mayotte, l'île étant placée en zone rouge, et elle l'assure, pour que le déconfinement soit possible sur l'île de Mayotte, il faut que la population accepte davantage le port du masque et la pratique de tests. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez informés sur cette crise sanitaire sur notre site internet publicsena.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.